Deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec l'invité politique, avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télévisions locales de France et le réseau Via Télévision et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Bonjour. Nouvelle secrétaire d'État d'ailleurs, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et Hervé Favre qui fait son retour, on ne l'avait pas vu depuis quelques jours, de la Voix du Nord, avec la voix un peu éraillée d'ailleurs à propos de voix. Oui, un peu. Emmanuelle Wargon, votre interview sera retransmise sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale en vidéo à partir de 10h30 ce matin. Ce sont nos partenaires. Emmanuel Macron ne parlera qu'en début de semaine, a-t-on appris. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, hier a dit qu'il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, le président de la République. Alors ma question c'est simple, est-ce que la parole présidentielle aujourd'hui n'est même plus à même d'apaiser ? Je pense qu'on est à un moment de cristallisation d'une certaine manière. On a eu une parole politique forte et assez abondante cette semaine qui a été la parole du Premier ministre qui s'est exprimé dans les médias, qui s'est exprimé devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, qui s'est exprimé de nouveau sur TF1 hier soir. Je pense que le message politique maintenant il a été posé et il me semble important que la journée de samedi se déroule. Nous espérons qu'elle se déroulera sans violence, sans le paroxysme que nous avons vécu samedi dernier, et que cela permettra une nouvelle prise de parole pour la suite. La suite me paraît aussi très importante. Nous travaillons aujourd'hui à savoir comment est-ce que nous montons les débats localement, avec la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau. Sous l'impulsion de Muriel Pénicaud, nous voyons les partenaires sociaux ce matin, avec Jacqueline Gouraud, les maires, les élus cet après-midi. Il faut maintenant rentrer dans la capacité à ouvrir ce dialogue. Alors, Emmanuelle Wargon, il y a des images qui font hurler, notamment à gauche. Je ne sais pas si vous les avez vues, on va les montrer. C'est celle d'arrestation de plusieurs dizaines de lycéens à Mantes-la-Jolie, où on voit des lycéens agenouillés avec les mains sur la tête et des policiers qui font une arrestation collective. Est-ce qu'elles vous choquent, ces images ? En fait, toute cette montée de violence et la nécessité de trouver la bonne manière d'y répondre, c'est choquant. Je crois que là, dans ce cas particulier, il y avait eu pas mal de violences avant. Je crois aussi que maintenant une enquête est ouverte à la fois sur ce qui s'est passé et puis sur les suites à donner à ceux qui ont été les auteurs des violences. Je pense qu'effectivement, on a atteint un niveau de tension qui n'est pas possible pour notre pays et qu'il faut que cette tension redescende. Mais vous comprenez. Est-ce que l'Élysée ne contribue pas lui-même à cette montée de tension en annonçant pour samedi un scénario catastrophe avec des gens qui monteraient la capitale peut-être pour tuer, enfin voilà, c'est quand même un langage qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Est-ce que c'est une stratégie pour dire aux gens restez chez vous ? Et samedi dernier, je pense qu'on a été un peu débordé par le fait que tout le monde essayait de trouver les bonnes modalités de sécuriser une manifestation pacifique sur les Champs-Élysées ou aux abords, et que finalement la violence s'est diffusée à d'autres endroits de façon très sporadique et de façon très déterminée. Cette fois-ci, je crois que le message est vraiment très clair. On ne peut pas tolérer ce type de violence. On ne peut pas tolérer des gens qui viennent, qui cassent les magasins, qui agressent aussi très largement. Donc ça ressemble à un déploiement de force, ça en est un. C'est annoncé clairement. Nous demandons aux gens qui souhaitent manifester pacifiquement de ne pas monter à Paris le faire parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. On a besoin de montrer clairement que les mesures sont prises pour assurer la sécurité des Parisiens, de nos concitoyens. Et qu'est-ce que vous dites spécifiquement aux lycéens ? Est-ce que vous comprenez leurs revendications ? Les lycéens arrivent avec d'autres revendications qui ne sont pas vraiment celles des Gilets jaunes, qui sont autour, par exemple, de la réforme du lycée. Mais cette réforme du lycée, elle a été très largement co-construite. Jean-Michel Blanquer a beaucoup consulté, il s'est appuyé sur les conseils de vie lycéenne. Donc je dis, ne mélangeons pas tout. Si vous avez des questions sur la réforme du lycée, vous avez le droit de les poser, mais pas dans ce magma qui va vers la violence. Alors la marche pour le climat est prévue demain, les organisateurs la maintiennent. Est-ce que c'est une erreur, vous qui êtes quand même secrétaire d'État à la transition écologique, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce qui me semble, c'est que
On a deux urgences en fait. On a une urgence sociale d'un côté qu'on entend, à laquelle il faut répondre, et on a toujours une urgence écologique. Ça n'a pas changé. Pendant que tous ces événements se déroulent, les rapports du GIEC, les rapports des experts sur le changement climatique se succèdent. La COP à Katowice est en cours, dans un pays qui produit l'essentiel de son électricité à partir du charbon d'ailleurs. Toutes les semaines, on a un nouveau rapport qui nous dit qu'on ne tiendra pas la trajectoire climatique. Justement, donc il faut qu'elle se tienne. Il y a une urgence écologique. Il y a une urgence écologique. Cette urgence écologique, elle existe. Après, une manifestation demain, c'est probablement pas le bon jour pour tenir une manifestation alors que on essaye de ramener le calme dans la capitale et que ce sera difficile de sécuriser une manifestation, même sur ce sujet-là. D'autant plus que les forces de police seront mobilisées en d'autres endroits de la capitale. Donc effectivement, on aura près de 90 000 forces de police qui seront mobilisées sur tout le territoire de la capitale. Le président a lancé mercredi un appel au calme en direction des partis politiques et des syndicats. Est-ce que vous avez l'impression, au vu des déclarations aujourd'hui, hier, qu'il a été entendu ? Alors je trouve effectivement que la situation est assez rassurante sur ce point parce que la majorité des partis politiques s'est exprimée avec des appels au calme, avec quelques exceptions, mais majoritairement les partis ont dit maintenant il faut que le calme revienne. L'exception, vous pensez à qui ? J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale appeler à une marche. Donc, mais globalement, les partis ont plutôt pris leurs responsabilités. Les syndicats l'ont fait avec un appel de tous les syndicats signé hier demandant un appel au calme. Je pense que c'est aussi très important que les corps intermédiaires soient unis dans cet appel à la responsabilité. On ne veut pas de blessés, on ne veut pas de morts, on ne veut pas de difficultés trop importantes demain. C'est Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Je vais vous parler de Nicolas Hulot, qui a dit qu'il était courageux de reculer sur la taxe carbone. Il a ajouté également que la grande manifestation pour le climat devait être reportée. Ma question est simple, est-ce que vous reconnaissez le ministre qui menait tous les combats sans concession pour l'écologie, pour toutes ces questions, et qui maintenant qu'il est à l'extérieur se veut plus modéré ? Vous reconnaissez Nicolas Hulot ou pas ? Moi, je n'ai pas travaillé avec Nicolas Hulot, comme vous le savez. Je suis arrivée après. La taxe, c'est quand même pas une fin en soi. C'est d'ailleurs ce que dit le Premier ministre. Une taxe, ça ne vaut pas le déchirement de l'unité nationale. La taxe, c'est deux choses. Un moyen de financer des actions et une clarification des mécanismes de prix dans lesquels on dit, en gros, c'est normal que ce qui pollue coûte. C'est le principe de pollueur-payeur. Ma question, c'est sur le double discours. On a un discours quand on est aux affaires et on modère quand on l'est plus. J'ai besoin d'une minute de plus pour essayer de répondre à votre question. Donc, être pour ou contre la taxe, ça ne résume pas un engagement pour la transition écologique. Je continue à penser, et je pense que tout le monde serait d'accord, que Nicolas Hulot est vraiment engagé pour la transition écologique. Simplement, la taxe, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. On s'est peut-être dit, c'est important de donner un signal prix, mais donner un signal prix à des gens qui ne peuvent pas prendre ce signal prix parce qu'ils n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que la question, elle est plutôt sur par quel sens on prend les choses. Il faut probablement retravailler toutes les mesures qui permettent la transition pour chacun, qui permettent les changements de mode de transport, qui permettent de renouveler les voitures, qui permettent des alternatives avant de revenir à la taxe. Donc, oui, il était défenseur de cette fiscalité. Voilà, merci. Il était défenseur de cette fiscalité. Après, vous avez tout un pays qui s'exprime et qui dit ça n'est pas supportable. Je pense que c'est aussi le sens de la politique de se dire ok, on a. Il l'avait mal anticipé, quoi. Il l'avait mal anticipé. Il avait dit que cette transition écologique ou que cette taxe, devait s'accompagner de mesures sociales. Moi, je n'étais pas là à cette période-là. Je crois qu'il a plaidé pour plus de mesures sociales et clairement, je pense qu'on n'était pas au bon équilibre entre cette fiscalité et les mesures d'accompagnement. Donc c'est pas la trajectoire, je pense, qui est remise en cause. C'est l'équilibre et la justice avec lesquels on y arrive. Quand Royal parle d'écologie punitive sur le sujet, qu'est-ce que vous lui répondez ? Parce que finalement, elle dit, voilà, c'est une politique qui frappe les moins favorisés, qui roulent avec des vieilles voitures, qui n'ont pas les moyens d'en changer. D'abord, Ségolène Royal, elle était là au début de cette taxe, elle a voté la trajectoire au début, donc c'est quand même difficile. Oui, elle a reculé aussi sur d'autres mesures, mais je pense que la question posée sur l'écologie dite punitive, en fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire,
on est dans un changement de modèle. On est dans un changement de modèle économique. Ce changement de modèle économique, il doit être écologique parce que sinon il n'y aura plus personne pour constater les dégâts dans finalement 50, 100, 200, 500 ans, mais dans une durée très courte. Et ce changement de modèle, il faut le co-construire, il faut l'accompagner. Si ce changement de modèle est imposé, on n'y arrivera pas. Mais il y a plein de systèmes qui fonctionnent localement. Je vais juste finir là-dessus. Moi, j'étais dans le Gard hier, où on a signé un contrat de transition écologique pour accompagner les suites de la fin d'une centrale à fioul à Aramon, avec de nouveaux investissements. Donc c'est probablement par les territoires qu'il faut reprendre le sujet. Soyons très concrets pour vous comprendre. Par exemple, sur la question du chauffage au fioul. Est-ce que l'interdiction du chauffage au fioul dans 10 ans est maintenue ou non par le gouvernement ? Il n'a jamais été question d'interdire. Donc là, je voudrais être claire et précise. Le Premier ministre a dit notre objectif, c'est d'arrêter le chauffage au fioul en 10 ans et donc de changer les quelques centaines de milliers ou millions de chaudières au fioul qui existent en France vers des chaudières de meilleure qualité énergétique. Ça se fera avec des mesures incitatives. Donc l'une des questions autour des chaudières au fioul, c'est quelle aide, quel crédit d'impôt, quelle prime et comment on y arrive. Il n'y aura pas d'interdiction, le Premier ministre l'a dit tout de suite. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sujet avec le Premier ministre qui fait que finalement son message ne passe pas, puisque vous dites non, on a mal compris, il y a eu le même sujet sur la question de la suspension ou annulation de la hausse de la taxe carbone. Est-ce qu'il n'est pas trop techno, ce Premier ministre, qui était avec vous à l'ENA, vous étiez dans la même promotion d'ailleurs? Je suis probablement aussi techno si on fait un procès en techno. Je pense qu'il y a toujours une volonté d'être précis. Après, je pense on empile souvent beaucoup de mesures les unes sur les autres, beaucoup d'aides les unes sur les autres. Et je pense que l'un des messages que moi j'entends, c'est des taxes d'un côté et des aides pour payer des taxes de l'autre. Il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas dans le système. Et c'est comme ça qu'on construit souvent nos mesures, parce qu'on cherche à être le plus juste possible en aidant telle ou telle partie de la population. Je crois qu'il faut qu'on reprenne ça, qu'on le remette à plat vraiment. Les débats vont permettre de le faire, parce que c'est notre mode d'intervention qui probablement doit vraiment changer. Emmanuel Vargon, je suis la politique depuis un certain temps. Je n'ai jamais vu un président rectifier un discours du Premier ministre dans la soirée. Reconnaissez qu'il y a quand même un problème de communication. Moi, quand le Premier ministre a parlé, j'avais compris que l'histoire de taxes reviendrait au printemps dans un collectif budgétaire. Le président intervient derrière, non, annulation. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de cacophonie ? Là, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai écouté le discours du Premier ministre. J'étais sur les bancs du gouvernement. Le Premier ministre a dit on annule cette taxe. Elle ne sera pas dans le projet de loi de finances 2019. On ne revient pas dessus. Et après, il a dit nous ferons ces débats à la concertation. Si c'est pertinent, si ça a un sens, ça pourra revenir. Pourquoi c'est difficile de reconnaître? Le président a dit, en fait, il ne faut pas que ça revienne en 2019, donc pour 2019, c'est fini. C'était un élément de plus, mais ce n'est pas une contradiction. Alors, dans les mesures qui ont été annoncées pour calmer un peu la grogne, il y a le fait que le tarif de l'électricité ne vont pas augmenter comme il devait augmenter. Alors ça, c'est ce que dit le gouvernement, mais tous les gouvernements précédents qui ont dit ça ont ensuite dû affronter les tribunaux et finalement, il y a eu des rattrapages. Quelle garantie vous donnez aux Français que les augmentations du prix de l'électricité n'auront pas lieu en janvier? Ça a été dit. C'est un engagement qui a été pris à la tribune de l'Assemblée nationale par le Premier ministre. On le tiendra. Comment garantissez ça aux Français? Après, les mécanismes de fixation des tarifs de l'électricité sont complexes. Ils dépendent de la Commission de régulation de l'électricité, la CRE. C'est probablement à travers des évolutions de taxes sur l'électricité qu'on y arrivera. Mais il y a des mécanismes possibles. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, cet engagement sera tenu. L'électricité, ça nous amène au nucléaire, puisque Sébastien Lecornu, que vous avez remplacé, avait la lourde charge d'aller déminer le terrain dans les centrales, notamment à Fessenheim, qui seront concernées par des fermetures. Est-ce que vous allez donc reprendre ce dossier et aller à Gravelines, Tricastin et autres endroits pour rassurer les populations et dire comment on anticipe ces fermetures de réacteurs et non pas de centrales? Alors, je reprends le dossier et je voudrais d'ailleurs saluer le travail fait par Sébastien Lecornu pour l'accompagnement des territoires et en particulier
délégué de Fessenheim. J'irai d'ailleurs à Fessenheim probablement la semaine prochaine. Et le Fessenheim, le travail est assez avancé avec les partenaires locaux et avec EDF qui a un projet de technocentre sur place qui devrait se développer. Les sujets les plus urgents sont plutôt les centrales à charbon, parce que là, on a indiqué que 4 centrales à charbon allaient fermer d'ici à 2022. En revanche, pour le reste des fermetures nucléaires, elles commencent à partir de 2025-2026. 14 réacteurs, c'est pas rien. 14 réacteurs entre 2025 et 2035. L'accompagnement de la fermeture ne commencera pas demain. Les sites ne sont pas encore définis. Ils ont été listés. Il y a une liste, mais l'ordre n'est pas défini. Et on sait qu'à chaque fois, on ne fermera pas la totalité du site, ce qui est aussi plus facile pour les territoires concernés. Dernière question. Oui, vous êtes en train de créer un office français de la biodiversité dans lequel vous allez réunir à la fois des chasseurs et des écologistes. Est-ce que c'est... Bon, c'est deux populations qui en général se regardent en chien de faïence, si vous me permettez l'expression. Est-ce que vous arriverez à les faire travailler ensemble de façon pacifique? Alors c'est une belle aventure et c'est un compromis historique parce que ces deux opérateurs, effectivement, dont les compétences sont très proches, ne travaillaient pas toujours complètement ensemble. Là, on a l'accord des représentants des chasseurs et aussi des grandes associations. Pour l'instant, le texte est en commission à l'Assemblée nationale. On y a passé 2 nuits cette semaine pour adopter le texte en commission. Il arrive au Sénat début d'année prochaine. Objectif, création de l'opérateur 1er janvier 2020. 2700 agents au service de la biodiversité, de la nature et de l'encadrement de la chasse. Emmanuel Vargon, vous étiez dans un haut niveau de responsabilité dans une entreprise privée, Danone pour ne pas la nommer. Est-ce que vous regrettez cette entrée en politique au niveau ministériel? Est-ce que ça sera durable? Est-ce que vous resterez en politique? Ou est-ce que vous Alors je ne regrette pas du tout parce que je pense que c'est un honneur et un privilège de servir son pays dans des fonctions qui permettent de le transformer, même si je suis rentrée dans une période de crise et que c'est difficile. Donc oui, c'est difficile, mais je crois à la possibilité d'améliorer les choses. Pour la suite, impossible à répondre, impossible de répondre à ce stade. Mais je suis à mon poste tant que le gouvernement le souhaitera. Merci beaucoup Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Esfred, merci Hervé Favre. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Voilà, Emmanuel Vargon quitte ce plateau, font leurs entrées, André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse sur ses 9 antennes à travers 200 pays dans le monde. Bonjour André, merci d'être avec nous. Et Fabrice Vesser-Redon qui revient dans cette partie-là de l'émission. Il était là pour co-interviewer avec moi Raymond Depardon, notre invité de première partie. Emmanuel Macron parlera la semaine prochaine. Avant ça, mutique, le président de la République, André Crétenant. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Ça veut dire quoi? Que le président de la République ne peut pas apaiser? Le conforteur en chef ne peut plus rien à la situation? Je pense que c'est la question la plus difficile. Hein, et d'ailleurs, Emmanuel Vargon a eu de la peine à répondre à ça. Je pense qu'on est dans l'œil du cyclone, en fait. On sait que le cyclone arrive. On ne sait pas exactement quelle sera sa force. Et donc, c'est très difficile de prendre la parole juste avant. Je pense qu'aujourd'hui, si le président prenait la parole, pour un appel au calme, par exemple, ça ne suffirait pas. Il devrait dire des choses de plus. Il devrait sans doute annoncer des mesures encore plus fortes. Et cela ne servirait en tout cas pas, me semble-t-il, à diminuer l'intérêt des gilets jaunes à monter à Paris. Donc, je pense qu'il a plus intérêt effectivement à parler après. Le Premier ministre s'est exprimé, il a fait l'appel au calme. Je pense qu'aujourd'hui cet appel au calme a en tout cas été entendu par les syndicats, par les partis. Est-ce qu'il sera entendu par les Gilets jaunes? Ça c'est très difficile à dire, mais je pense effectivement le président est dans une position qui est assez difficile. C'est vrai que sa parole n'a pas été très efficiente lors du premier discours. C'est ça aussi, c'est que sa première prise de parole n'a pas eu l'effet escompté. Il est normal qu'aujourd'hui, il soit prudent sur cette prise de parole. Fabrice Vesser-Redon. Bon, cela dit, il n'est pas si absent que ça. Hein, on l'a vu, il est allé sur place à la préfecture du Puy-en-Velay, ce qui d'ailleurs lui a valu quelques ennuis. Qui a brûlé. Qui a partiellement brûlé, incendié par les Gilets jaunes. C'est certainement l'un des événements les plus graves d'ailleurs en France. Et puis, l'état-major, le gouvernement,
tout le gouvernement est là. Tous les ministres, tous les secrétaires d'État sont mobilisés, portent la parole dans les journaux. Leurs cabinets sont à l'assaut des rédactions. C'est un vrai sacerdoce pour les secrétaires d'État et les ministres. Sauf que en fait, la colère se cristallise sur la figure du président. Totalement. C'est ça. Plus que la colère, par certains aspects, la haine. Oui. On a vu 18%. Oui. On l'a vu, c'est un vrai problème. Oui, mais cela dit, vous l'avez vu, les études le montrent, les sondages, les grands leaders de l'opposition, ceux qui ont pris la parole contre le président, qui ont appuyé sur les choses, ne recouvrent non plus de popularité plus importante. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, il y a une défiance à l'égard de la classe politique. Pas simplement le président. Probablement qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a capitalisé sur lui l'ensemble de cette défiance, et pour la classe politique présente et des quelques générations qui viennent de passer. Oui, parce qu'il incarne, quelqu'un de jeune, quelqu'un, effectivement, on dit aujourd'hui de technocratique, c'est-à-dire qu'il manque un peu de sensibilité aussi de ce qui se passe dans les territoires. Son profil aussi. C'est le profil, c'est cette volonté aussi affichée très forte de dire il faut du changement, et sans doute de ce point de vue-là, il a raison, mais il incarne un certain style, et je pense que c'est ça aussi qui est rejeté. Moi, je pense qu'il va quand même y avoir un soutien de la population envers les Gilets jaunes ces prochains jours, ces prochaines semaines, car je vois aussi monter un autre sentiment dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui est le sentiment d'injustice. J'étais très frappé de voir que les Gilets jaunes demandent par exemple le retour de l'ISF. Alors que cela ne va pas nécessairement améliorer leur quotidien. Mais il y a ce sentiment d'injustice et ce sentiment aussi que Paris est dans une situation qui est bien meilleure que sur les territoires, qu'ils sont rejetés, méprisés, et il y a une certaine revanche de ce point de vue-là. Très intéressant, l'exemple de l'ISF. Dans la même journée, on assiste, on l'a vu d'ailleurs, c'est un vrai calvaire pour les rédactions, notamment pour les rédactions quotidiennes et pour le web. Dans la même journée, Emmanuel Macron recadre les ministres qui potentiellement évoquaient la remise en question de la suspension de l'ISF. Marlène Schiappa, Benjamin Griveaux également. Alors, de façon différente, c'est vrai. Il les a recadrés en Conseil des ministres, et le soir même, alors qu'en Conseil des ministres, il dit attention, on ne détricotera pas cette réforme de l'ISF, le soir même, il annonce le retrait, l'abandon, on ne sait pas pour combien de temps. Donc on sent bien qu'il est dans un exercice équilibriste aussi. Et toute la campagne était quand même axée sur la question du changement et de la volonté de transformer la France. Et là, évidemment, il y a un coup d'arrêt, et c'est évidemment, je pense, extraordinairement difficile à vivre pour... Alors, transformer la France, André Crétenant, je disais, d'abord, vous êtes suisse, oui. Vous êtes directeur de l'information de TV5 Monde, donc vous avez une bonne vision de l'image qu'a la France en ce moment, à travers le monde, à l'étranger. Elle est très impactée, cette image, par ce qui se passe. Cette image est très impactée, même s'il ne faut pas nécessairement dramatiser les choses. Cette image peut se rétablir assez vite. Mais peut-être... vous pensez ? Oui, je pense, mais peut-être que le dégât le plus important est par rapport à ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron ces derniers mois, c'est-à-dire à donner l'image d'une France qui change, qui se transforme. Enfin là, quand on voit les images qu'on voit pendant que vous parlez, absolument. Ça va être compliqué, le message. Oui, mais c'est ça justement qui aujourd'hui est en panne. Ça ne veut pas dire que l'image de la France soit définitivement abîmée, parce que franchement... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir cette dynamique dont vous parliez et qu'on a connue en début du quinquennat ? Moi, je pense qu'une fois que la crise sera passée... Dynamique vis-à-vis de l'étranger. Qu'il y aura eu un compromis, je pense que tout ça va se calmer. Il faut dire que l'image d'Emmanuel Macron n'est pas nécessairement mauvaise à l'étranger. C'est plutôt l'image de la France, mais l'image d'Emmanuel Macron reste excellente pour l'instant. La résolution est quand même nationale. La résolution du problème est quand même nationale. Et quand on écoute un peu tous les analystes ces dernières heures, certains font le comparatif avec 1789, d'autres avec mai 68. En fait, tout ça, c'est assez composite. C'est toujours cette question de est-ce que c'est une révolte ou une révolution ? Et la résolution, elle va demain. Ce qui va se passer demain. Alors, en fonction de comment ça se passe, André Crétenant, cette image peut évoluer si, par exemple, Paris est plus calme que le chaos, le forme de chaos qu'on a annoncé, avec ces problèmes. Très annoncé par le gouvernement lui-même. Très annoncé, oui, par lui-même. Est-ce que ça peut contribuer, est-ce que ça peut aller vite dans l'autre sens ? Voilà, c'est ça ma question. Moi, je pense que ça peut aller assez vite dans l'autre sens. Ça peut se réparer assez vite. J'étais assez frappé de voir aussi les analyses aux États-Unis, par exemple, du Wall Street Journal, du New York Times, pardon, qui lui parle d'un mouvement qu'il compare à ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street, c'est-à-dire cette protection
protestation. Alors, pas sur un mode violent, mais sur cette protestation morale, en quelque sorte, contre la finance mondiale, contre cette dérégulation mondialiste. Et ils font ce rapprochement plutôt avec ce type de mouvement, plutôt qu'avec les mouvements populistes, comme les mouvements en Italie. Je trouvais que ce rapprochement était assez intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une contestation, je dirais, morale, que dans une contestation absolue d'un certain nombre de taxes. Merci beaucoup André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, notre chaîne partenaire qui nous diffuse sur ces 9 antennes à travers 200 pays. Merci Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Vous étiez là ce matin également particulièrement pour le JLCL, le journal de Saône-et-Loire qui appartient aux 9 journaux PQR, Presse Quotidienne Régionale, du groupe EBRA. Merci beaucoup. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier au soir, sur les plateaux des émissions politiques, mais également dans les autres matinales d'infos ce matin. Regarde ensemble, on se retrouve après. Il n'y a aucune cacophonie, Monsieur Boulot. Cette taxe n'est pas dans le budget 2019. Elle est annulée. Point. Mais il a été question jusqu'à avant-hier qu'elle ne le soit pas. Cette taxe n'est pas dans le budget 2019. Il y a de vrais risques de violence et c'est la raison pour laquelle il y a un appel à la vigilance et un appel à ne pas forcément se rendre à Paris. Il faut rehausser le niveau de sécurité, permettre aux Parisiens, aux Parisiennes de pouvoir vivre leur ville. Ne pas voir la ville saccagée. On appelle à la responsabilité, que les responsables politiques de ce pays comprennent qu'on ne peut pas laisser ces factieux continuer à menacer la République, vouloir tuer des femmes, des hommes qui au fond incarnent la République parce qu'ils sont policiers. Le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Il doit partir, Édouard Philippe. Écoutez, c'est pas à moi de le dire, je déteste appeler à la démission tel ou tel. Ce que j'ai constaté en tout cas au Sénat, c'est que la flamme, le cœur n'y était plus. Et qu'il s'exprimait comme si l'avenir n'était plus devant lui. Parce que les personnes qui vont monter à samedi à Paris pour casser, pour brûler, tel qu'il l'annonce, relayé d'ailleurs et soutenu par certaines forces politiques comme la France Insoumise ou le Front National, fondamentalement sont des adversaires de la République. Pour assurer leur sécurité, il y aura des blindés pour la première fois depuis des temps immémoriaux dans Paris samedi. Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas moi à donner des instructions. Évidemment, tout le monde a appelé à ce qu'il n'y ait pas de violence. Il faut arrêter avec ça. Car qui a jeté des millions de Français dans la rue? C'est eux. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. On va sûrement aller encore plus loin, mais le premier acte est posé. Où est-ce qu'il faudra aller encore plus loin? C'est pas à moi de vous le dire, je pense que le président devra s'exprimer. Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu pour tout le monde? Au peuple de France. Est-ce qu'il faut baisser les impôts pour tout le monde? Pour tout le monde, sûrement pas. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre, 8 000 à Paris. C'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. Ça veut dire quoi, la fermeté? Ça veut dire que demain, nous mettons en place un dispositif et dès lors qu'il y a des débuts de troubles à l'ordre public, nous procéderons à des interpellations et nous présenterons les auteurs de ces troubles à la justice le plus rapidement possible. Dans un instant, on passe à Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire. À tout de suite.